Deux avions, chacun transportant 349 personnes, accélèrent l'un vers l'autre dans le ciel nocturne au-dessus de Delhi. Dans l'un des avions, 5 pilotes sont aux commandes, se préparant à atterrir, tandis que dans l'autre, 3 pilotes suivent leur route de départ. Pendant ce temps, un contrôleur aérien est perché au sommet d'une tour, observant 2 points sur son écran qui se rapprochent. Ce que toutes ces situations ont en commun, c'est que les personnes impliquées sont au sommet de vastes et complexes structures qui soutiennent leurs actions. Tous ces systèmes et infrastructures sont les fondations de la pyramide de sécurité de l'aviation, où les pilotes et les contrôleurs aériens opèrent. Ce que vous êtes sur le point de voir est l'histoire choquante qui se déroule lorsque les fondements de cette pyramide sont compromis. Dans la nuit du 12 novembre 1996, 289 passagers et 23 membres d'équipage ont embarqué à bord d'un Boeing 747 de la Saudi Arabian Airlines à Delhi, en Inde, à destination de l'aéroport international King Fahd en Arabie Saoudite, un vol de 4 heures. De nombreux passagers étaient des travailleurs migrants se rendant à des emplois dans la construction et l'hospitalité. Pendant ce temps, quelques centaines de kilomètres plus au nord-ouest, un autre groupe de passagers se préparait pour un vol beaucoup plus court vers Delhi à bord d'un vol kazakh. La plupart des 27 passagers étaient impatients de faire du shopping dans la capitale indienne, prévoyant de retourner au Kazakhstan avec une cargaison de textiles bon marché qu'ils pourraient remplir l'avion pour le voyage de retour, pour diverses raisons étranges que nous explorerons à un moment donné. Ces deux ensembles de passagers allaient se rapprocher beaucoup plus que prévu, malgré le fait qu'ils aient commencé leur voyage de manière normale. Alors que l'avion kazakh commençait sa descente et que l'avion saoudien se préparait à décoller avec des passagers et des bagages, tout semblait routinier. Le commandant de bord du vol saoudien 763 était le capitaine Khalid Al-Shabali, âgé de 45 ans et comptant près de 10 000 heures de vol. Il était extrêmement expérimenté, ayant effectué ce vol plusieurs fois et connaissant bien les particularités de l'espace aérien de Delhi. À sa droite se tenait Nazir Khan, un capitaine américain de 44 ans agissant comme premier officier sur ce vol, avec plus de 7000 heures de vol. Complétant l'équipe se trouvait l'ingénieur de vol Ahmed Idriss, âgé de 33 ans, le membre le moins expérimenté de l'équipage avec un peu plus de 3000 heures de vol. Cette nuit-là, ces 3 pilotes ainsi que les 309 passagers et membres d'équipage allaient faire face à une série de défis systémiques complexes, au-delà du contrôle des structures qui avaient toujours assuré leur sécurité dans les cieux au fil des ans. Dès que les pilotes ont terminé leur vérification et que tous les passagers ont embarqué sur le vol 763 qui a quitté la porte, le compte à rebours vers la catastrophe a commencé. Il était 20h06 lorsque le jet saoudien a commencé à reculer de la porte, tandis que l'avion kazakh, un Il-76 âgé de seulement 4 ans, se trouvait à 19 000, environ 170 km, de distance, en pleine descente vers l'aéroport. Outre les 27 passagers, 10 membres d'équipage se trouvaient à bord de cet avion soviétique. La technologie à bord était avancée, mais le récit allait révéler des défaillances cachées dans les fondements qui soutenaient depuis si longtemps la sécurité aérienne. Parmi les 10 membres d'équipage à bord de ce vol, 5 se trouvaient dans le cockpit. Pour les accueillir, le cockpit avait été divisé en 2 ponts, un pont supérieur et un pont inférieur. Sur le pont supérieur, assis sur le siège gauche, se trouvait le capitaine Alexander Robertovich Shiropenov, âgé de 44 ans, accompagné à sa droite par le premier officier de 37 ans, Ermek Kozumetovich Zanjrov. Juste derrière eux se trouvait l'ingénieur de vol de 50 ans, Alexander Alexandrich Chuprov, et l'opérateur radio de 41 ans, Igor Alexievitch. Dans le pont inférieur, ce qu'on pourrait appeler le cockpit d'origine en verre, se trouvait le navigateur de 51 ans, Zaambek Jusanovich Apriv. C'était un équipage expérimenté, avec le premier officier accumulant près de 7000 heures de vol. Cependant, un domaine où l'équipage présentait une lacune significative était le niveau d'anglais, ce qui, combiné aux particularités de l'avion qu'il opérait, aurait des conséquences désastreuses. Peu avant 18h33, près de Delhi, le contrôleur a autorisé le vol 1907 à monter à 18 000 pieds. L'opérateur radio a confirmé cette autorisation selon les instructions du capitaine, assumant toutes les communications ATC pour l'approche et l'atterrissage à Delhi. C'était une approche inhabituelle, car tous les vols arrivant et partant de Delhi suivaient des routes spécifiquement désignées. En 1996, l'espace aérien indien était strictement divisé entre contrôle militaire et civil, avec des restrictions strictes interdisant aux avions civils d'entrer dans l'espace militaire et vice-versa. L'aéroport de Delhi était fortement affecté par cette division.
Récemment transféré sous contrôle civil seulement l'année précédente, presque tout son espace aérien environnant était encore dominé par les militaires. La seule route pour les aéronefs civils d'accéder ou de quitter l'aéroport était à travers un corridor étroit s'étendant jusqu'à un point de passage appelé Linker, situé à 330 km à l'ouest. C'était exactement ce corridor que le vol kazakh 1907 suivait alors qu'il approchait de Delhi. Ce même couloir était utilisé par le vol 763 de Saudi Arabian Airlines lors de son décollage de l'aéroport. La coïncidence des routes pour les départs et les arrivées soulevait de sérieuses préoccupations concernant la conception opérationnelle. Les contrôleurs de Delhi protestaient contre ce système depuis des années, sans qu'aucune mesure corrective ne soit prise. Nous étions sur le point de voir les conséquences de ce problème se manifester. À 18h33, juste après que les pilotes kazakhs eurent reçu l'autorisation de commencer leur descente, les pilotes saoudiens alignèrent leur immense Boeing 747 sur la piste 28 et commencèrent la procédure de décollage peu après. À bord se trouvaient 309 passagers et membres d'équipage, s'élevant rapidement au-dessus de la ville densément peuplée de Delhi. Les conditions de vol étaient favorables ce jour-là, avec des vents relativement calmes et une bonne visibilité après le décollage. Pendant ce temps, l'équipage du vol 763 changeait de fréquence radio pour contacter le contrôle d'approche de Delhi, prenant contact initial avec le contrôleur VK Dota, responsable de tout le trafic de départ et d'arrivée à l'aéroport. Il identifia l'avion saoudien sur son radar et leur demanda de monter initialement à 10 000 pieds. Cependant, tout comme les pilotes du vol kazakh, Dota faisait face à des défis avec une technologie obsolète dans son travail. Le type de radar qu'il utilisait n'était pas de dernière génération depuis les années 1960. Il ne recevait pas d'informations électroniques de l'avion, mais plutôt un retour radar envoyé par une plaque à l'aéroport qui réfléchissait le signal dans toutes les directions et captait le retour lorsqu'il était réfléchi par un avion. En conséquence, il ne pouvait déterminer que la position des avions, pas leur altitude ni même l'identité de l'aéronef. Dota avait dû se fier aux informations fournies par les pilotes depuis plus d'une décennie, car les projets d'installation d'un système radar moderne avaient été bloqués par des questions bureaucratiques. Ainsi, il opérait avec une infrastructure ancienne, maintenant les avions commerciaux séparés dans un aéroport où les décollages et les atterrissages se produisaient toutes les 4 minutes. Son défi était de maintenir les aéronefs à différentes altitudes dans le seul couloir d'entrée et de sortie de l'aéroport. La norme internationale pour cette séparation verticale était de 1000 pieds. Sa stratégie était de maintenir le vol kazakh à une altitude plus élevée et de permettre au vol saoudien de passer en dessous, tandis que le Boeing 747 continuait de monter jusqu'à 10 000 pieds. À ce moment-là, le vol kazakh descendait de 23 000 pieds à environ 18 000, soit environ 70 000 marins ou 130 km de l'aéroport. L'opérateur radio dans le cockpit a rapporté sa position au contrôle du trafic aérien. Le contrôleur a autorisé le vol à descendre jusqu'à 15 000 pieds et a demandé qu'il confirme lorsqu'ils atteindraient cette altitude. L'opérateur radio a confirmé et le vol a continué sa descente, les deux avions étant maintenant sur la même fréquence radio. Les pilotes de chaque avion pouvaient entendre les transmissions de l'autre avion ainsi que leurs interactions avec le contrôle du trafic aérien, leur permettant de se faire une image mentale de ce qui se passait dans l'espace aérien autour d'eux. C'était crucial pour maintenir leur conscience situationnelle, fournissant une couche supplémentaire de sécurité, surtout dans un espace aérien dense près des aéroports. Dans le cockpit de l'avion kazakh, l'opérateur radio a eu une discussion pour convertir l'altitude donnée par le contrôleur, 15 000 pieds, en mètres, car la plupart des altimètres dans la cabine affichaient l'altitude en mètres, y compris celui utilisé par le premier officier en charge du vol. Seul l'altimètre du commandant de bord et celui du navigateur sur le pont inférieur indiquaient l'altitude en pieds. En consultant leur tableau de conversion, l'opérateur radio a informé les pilotes que 15 000 pieds correspondaient à 4 570 mètres. Ils ont confirmé cette information et ont continué leur descente. Une minute après que le contrôleur ait autorisé le vol kazakh à descendre à 15 000 pieds, les pilotes saoudiens ont informé le contrôle qu'il était stabilisé à 10 000 pieds. Les pilotes saoudiens ont demandé au contrôleur s'il pouvait monter à une altitude plus élevée. Le contrôleur a alors autorisé le vol 763 à monter jusqu'à 14 000 pieds, ce qui était le plus haut niveau permettant une approche rapprochée entre les deux avions. Il prévoyait de laisser l'avion saoudien passer à 1000 pieds en dessous de l'avion kazakh, puis donnerait des instructions supplémentaires pour assurer une séparation adéquate. Pendant ce temps, à bord du vol kazakh,
L'opérateur radio a demandé aux navigateurs de confirmer la précision de leur conversion entre pieds et mètres. Le navigateur a confirmé que la conversion était correcte. Cependant, un détail crucial que nous verrons bientôt était que les pilotes ne communiquaient pas, même si c'était le seul contact direct avec le contrôle du trafic aérien dans l'avion kazakh. L'opérateur radio n'avait pas d'altimètre pour vérifier l'altitude de l'avion, donc il devait se pencher inconfortablement pour visualiser les instruments du pilote. Les deux avions étaient maintenant à quelques minutes seulement du point dans le ciel où ils se rencontreraient. L'avion saoudien continuait de monter tandis que l'avion kazakh entamait sa descente. Peu après, les pilotes saoudiens ont appelé le contrôle du trafic aérien pour informer qu'il approchait des 14 000 pieds et ont demandé la permission de monter plus haut. Le contrôleur leur a ordonné de maintenir leur altitude actuelle à 14 000 pieds jusqu'à ce que l'avion kazakh soit 1000 pieds au-dessus d'eux. À bord du vol 763 de Saudi Arabian Airlines, tout semblait normal. Les pilotes étaient conscients de la présence de l'avion kazakh, mais n'étaient pas inquiets car ils avaient déjà opéré avec d'autres trafics à Delhi sans incident grave. En un instant, les pilotes du vol saoudien avaient atteint et maintenu les 14 000 pieds comme demandé. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'avion, les passagers étaient inconscients du fait qu'à quelques milles devant eux, cachés derrière un nuage sombre, un autre avion s'approchait rapidement vers eux. Dans les prochaines secondes, une série d'événements allait se dérouler, secouant le monde de l'aviation et soulevant de sérieuses questions sur la sécurité des vols dans l'espace aérien indien. Le contrôleur a demandé au vol kazakh 1907 de confirmer sa position par rapport à l'aéroport. L'opérateur radio a indiqué qu'il était à 15 000 pieds et à 46 000 nautiques de l'aéroport. Curieusement, bien que l'avion fût effectivement à 46 000 de l'aéroport, il n'était pas encore à 15 000 pieds. En réalité, à ce moment-là, il descendait à 16 400 pieds et n'atteindrait pas les 15 000 pieds avant une minute ou plus. Alors, pourquoi l'opérateur radio a-t-il affirmé au contrôleur qu'il était à 15 000 pieds? La raison derrière cette transmission étrange pourrait contenir la clé de ce qui s'est passé ensuite, et cette raison était probablement simple. L'opérateur radio n'avait pas son propre altimètre. Il n'était probablement pas en mesure de vérifier facilement les altimètres des pilotes et a simplement supposé qu'il était à 15 000 pieds. Le problème n'était pas seulement l'erreur dans l'estimation de l'altitude par l'opérateur radio, mais ce que cette communication impliquait sur la coordination et la compréhension entre l'équipage à bord. C'était un équipage de vol qui, fondamentalement, n'était pas sur la même longueur d'onde. Le contrôleur a instruit le vol kazakh de maintenir son altitude à 15 000 pieds et l'a alerté de la présence imminente d'un Boeing 747 saoudien à 12 heures et à 10 000 de distance, qui passerait à seulement 5 002. Il a demandé aux pilotes de signaler s'ils pouvaient repérer l'autre avion devant eux. Les pilotes ont commencé à chercher le jet saoudien entre les nuages épais devant eux, sachant que par une nuit claire, ils auraient facilement vu ces lumières à travers le pare-brise. Cependant, en raison des conditions météorologiques, ils n'ont pas réussi à le repérer. L'opérateur radio a demandé au contrôleur de confirmer à nouveau la distance entre leurs avions et le trafic du Boeing 747 saoudien, qui était à 8 000, volant à 14 000 pieds, comme indiqué par le contrôleur. Pendant que l'équipage continuait à chercher visuellement l'autre avion, la situation a commencé à se détériorer rapidement. De seconde en seconde, l'avion kazakh a commencé à descendre en dessous de son altitude désignée de 15 000 pieds et est rapidement entré dans un nuage. À présent, les deux avions se trouvaient dans le même nuage, se rapprochant l'un de l'autre à une vitesse combinée de plus de 1000 km par heure. La raison pour laquelle l'avion kazakh a commencé à descendre en dessous de son altitude assignée reste encore un mystère. Certains ont spéculé que les pilotes, avec leur connaissance limitée de l'anglais, auraient pu mal interpréter le rapport du contrôleur concernant le trafic à 14 000 pieds comme une autorisation de descendre à 14 000 pieds. Il est également possible que le premier officier, avec son altimètre soviétique, n'ait pas compris la conversion entre pieds et mètres faite par l'opérateur radio et le navigateur plus tôt. Peut-être a-t-il cru qu'il devait maintenir 15 000 pieds, mais il ne savait tout simplement pas comment convertir cela en mètres. Cependant, une chose est claire, si ces avions avaient été équipés du TCAS, système de prévention de collision d'avions, obligatoire aux États-Unis à l'époque, ils auraient immédiatement détecté le danger imminent. À moins de 40 secondes de la collision, la technologie aurait ordonné frénétiquement aux pilotes de monter pour éviter le danger. Escalade, subir maintenant, escalade, subir maintenant. Cependant, cette dernière ligne de défense n'était pas obligatoire en Inde, ni ailleurs dans le monde en dehors des États-Unis à cette époque.
À la tour de contrôle, le contrôleur VK-Dota ne pouvait pas savoir qu'une des cibles sur son écran ne répondait pas comme prévu. Il observait tandis que les deux cibles se rapprochaient de plus en plus. Les pilotes saoudiens écoutaient la conversation entre le contrôleur et les pilotes kazakhs sans se rendre compte que l'avion kazakh n'était pas réellement à 15 000 pieds comme annoncé. Les secondes défilaient alors que les deux avions approchaient rapidement dans les nuages. Soudain, à 18h39 et 57 secondes, l'opérateur radio a crié de maintenir l'altitude. Il avait probablement remarqué que les altimètres des pilotes indiquaient une altitude trop basse. Le capitaine a demandé quelle altitude leur avait été donnée. Maintenant, les deux avions n'étaient qu'à 18 secondes d'une collision imminente. L'ingénieur de vol a crié de maintenir l'altitude, et l'opérateur radio a renforcé en criant « Maintenez l'altitude à 15 000, ne descendez pas ». Finalement, le capitaine a réalisé l'erreur terrible qu'il avait commise. Il a déconnecté le pilote automatique et a ordonné au premier officier d'augmenter la puissance des moteurs. Le moteur a rugi fort, déployant toute sa puissance, tandis que l'opérateur radio criait d'atteindre 150, car à 140 tout l'équipage aperçut les lumières du Boeing 747 remplissant leur pare-brise. Mais il était trop tard. L'aile gauche de l'avion kazakh a heurté les moteurs gauche du Boeing, provoquant une énorme explosion. Les deux avions ont continué à avancer sur des centaines de mètres avant de s'écraser en spirale au milieu de leurs propres flammes. Dans la tour de contrôle, le contrôleur a observé tandis que les deux cibles sur son radar se fondaient et disparaissaient. Peu après, il a entendu une voix en arabe à la radio, c'était l'avion saoudien, qu'il avait appelé à plusieurs reprises, mais sans réponse. 1 minute après la collision, les deux avions ont touché le sol. Il n'y a eu aucun survivant, entraînant la mort de 349 personnes, ce qui en a fait le pire accident aérien de l'histoire à ce moment-là, et le troisième pire de tous les temps. Les enquêtes subséquentes ont rapidement cherché à attribuer la responsabilité aux différentes parties impliquées. Le rapport final de l'incident a souligné le rôle crucial joué par les pilotes kazakhs en descendant en dessous de l'altitude assignée. Avec un si grand nombre de personnes dans le cockpit, il était facile pour une culture de travail de se développer où différentes responsabilités ont été négligées. De plus, la technologie à bord de l'avion kazakh était obsolète, ne possédant ni TCAS, système anti-collision, ni système d'alerte d'altitude, des fonctionnalités de base présentes dans les avions occidentaux depuis des décennies. Ces lacunes, combinées à l'infrastructure aérienne indienne inadéquate et obsolète à l'époque, ont rendu l'accident presque inévitable. En conséquence directe de cet événement tragique en 1999, l'Inde est devenue le deuxième pays au monde à exiger l'utilisation du TCAS dans son espace aérien, une mesure que d'autres pays ont rapidement adoptée comme norme mondiale. Le terminal de l'aéroport de Delhi ainsi que l'espace aérien indien ont subi d'importantes révisions depuis, avec l'installation de systèmes radars modernes et le transfert du contrôle aérien civil sur une grande partie de l'espace aérien. Actuellement, un demi-million de personnes volent en toute sécurité dans les cieux de l'Inde chaque jour, un nombre qui ne cesse de croître année après année. En fin de compte, bien que le manque de coordination et la technologie obsolète dans le cockpit de l'avion kazakh aient été les principaux facteurs contributifs à cet accident, les déficiences structurelles et technologiques plus larges ont scellé le destin des 349 personnes à bord des deux avions. C'est une tragédie que cette leçon ait été apprise si douloureusement, coûtant tant de vies. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, consultez notre liste de lecture ici. Merci encore et à bientôt pour le prochain épisode.